on est le 1er mars, on est un petit peu à l'heure des bilans. Ça tombe bien, on a un expert comptable autour de la table, donc on dira quelques mots sur ce qui a pu se passer au cours de l'exercice de 2019. On sera assez bref et puis on va plutôt se projeter dans l'avenir, voir un peu quelles sont les perspectives et quelles sont surtout les conditions de réussite en termes d'investissement. Et quand je parle d'investissement, c'est en capital matériel, mais c'est aussi en capital immatériel, en capital humain. Quelles sont les conditions de la réussite pour s'adapter aux nouveaux enjeux de la profession? Alors, moi, je fais un premier rapide constat. La pharmacie, et on va être positif, hein, c'est quand même un marché très enviable. Pourquoi c'est un marché enviable? C'est un marché considérable, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu moins que le marché de l'automobile, hein, mais c'est un marché considérable. Le deuxième point, c'est que c'est un marché pérenne. Dans 40 ans, il y aura toujours un marché de la pharmacie. Nos invités ne peuvent pas en dire autant, hein. Aujourd'hui, si vous êtes comptable, vous êtes certain que vous devrez faire évoluer votre métier parce que dans 40 ans, il y a une certitude, c'est qu'il n'y aura plus de comptables. Leur métier aura évolué. On a un banquier autour de la table, il y a une certitude, c'est qu'il n'y aura plus beaucoup d'agences bancaires dans 40 ans. Bon. En revanche, il y aura toujours besoin de pharmaciens, moi j'en suis intimement convaincu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile et que tout est rose, et si le marché reste pérenne, on ne peut pas en dire autant des 21 000 pharmacies, 20 700 pharmacies plus précisément qu'il y a sur le territoire. Il y en a certaines qui voient leur chiffre d'affaires stagner, alors que d'autres surperforment et ont encore des croissances à 2 chiffres. Il y a des fermetures, il y a des regroupements. Voilà. Il y a une mutation assez profonde de votre métier, il ne faut pas se le cacher, qui a démarré il y a, on peut dire, une vingtaine d'années. Hein. L'organisation s'est profondément bouleversée déjà. On le voit au travers des modes d'exercice, par exemple les SEL, qui se sont clairement imposés comme le modèle de référence. Hein. Il y en a pour ainsi dire plus d'autres. Hein. Plus récemment, depuis 2013, on voit les holdings se multiplier, qui permettent de prendre des participations dans d'autres pharmacies. On voit, on en a parlé hier, la prééminence des groupements. Aujourd'hui, plus beaucoup de pharmaciens se posent la question de savoir s'il faut rentrer ou pas dans un groupement. La question, c'est lequel je choisis. Mais on n'est plus on peut plus fonctionner dans l'isolement. Depuis peu, on a une mutation un peu d'une autre nature qui est en train d'arriver. C'est peut-être encore plus profonde d'ailleurs. Hein. C'est la mutation du métier lui-même. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que vous tous, vous alliez vacciner dans vos pharmacies, que vous alliez faire des tests, des TROD, et puis demain encore, vous aurez peut-être des véritables cabinets pharmaceutiques dans vos pharmacies. Donc tout ça, ça suppose de s'adapter, ça suppose de bouger. On ne peut pas rester sans rien faire, sinon effectivement, on est mort. Alors, pour illustrer ces propos et aller un peu plus en profondeur, j'ai invité 2 pharmaciens qui vont nous partager leur expérience, globalement leur réussite, mais ils vont peut-être aussi nous expliquer à travers leur réussite quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, peut-être aussi des échecs avant de réussir, je ne sais pas, ils nous raconteront leurs histoires. Alors, vous avez d'abord Nathalie Miquet. Nathalie Miquet, qui est pharmacienne à Valence, dans un quartier de la périphérie de Valence, et qui a fait un transfert il y a quelques années, qui va nous raconter un peu tout ça. Plus proche de moi, là, avec une belle barbe, j'ai Michael Angel. Alors Michael Angel est aujourd'hui installé à Noisy-le-Grand. C'est sa 2e pharmacie. Et il a une histoire qui, elle aussi, est originale et mérite d'être racontée. Alors, pour éclairer nos pharmaciens, on a 2 grands experts de la finance et de la pharmacie. Non, ils sont humbles, mais on ne peut pas nier leur expertise en la matière. Joël Lecoeur,
comme je vous l'ai dit, est expert comptable. Donc, il est associé dans un cabinet en Normandie. Voilà. Et puis, il a une autre casquette quand même, on peut le dire. Il est aussi président d'un groupement, un GIE, je crois, un GIE de cabinets d'expertise comptable indépendants. Vous voyez, il n'y a pas qu'en pharmacie qu'on crée des regroupements. CGP, c'est 3200 pharmacies en France. Donc, c'est 15% du marché qui sont suivis par les membres de LLA. Ça fait, oui, c'est ça, 3200. Et puis, enfin, je vais terminer par Olivier Mercier. Alors, Olivier Mercier, il a fait presque toute sa carrière chez Interfimo. Interfimo, donc, est une filiale aujourd'hui de LCL, le Crédit Lyonnais, qui, on peut le dire, est l'organisme financier, on peut dire quand même de référence, puisqu'il finance grosso modo un tiers des pharmacies. C'est ce qu'on peut dire. Enfin, vous nous en direz un peu plus. Voilà. Et après ce beau parcours, aujourd'hui, Olivier Mercier est directeur général d'Interfimo. Alors, première question, je vais me retourner vers l'expert comptable. Je sais que certains de vos confrères commencent à donner des chiffres sur l'exercice 2019. Je sais que vous allez communiquer dans une quinzaine de jours, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dévoiler quelques tendances ? Oui, bonjour Serge, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, il est encore un petit peu tôt pour dresser un bilan définitif de l'année 2019, puisqu'on est en train, nous les experts comptables, on n'est pas très rapide pour arrêter les comptes de nos clients, on est en train d'arrêter nos comptes du 31 décembre. Donc on aura effectivement les premiers résultats dans quelques semaines. On peut donner quelques tendances, mais en sachant que c'est toujours délicat de présenter des moyennes, parce que ça ne reflète pas la réalité de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que le chiffre d'affaires a progressé cette année d'un peu plus de 2%. Donc c'est une belle performance par rapport à l'année précédente. Et cette année, on voit que c'est surtout le vignetté, les médicaments remboursables, qui ont fait la progression du chiffre d'affaires cette année de façon assez significative. Dans le même temps, le hors-vignetté progresse, mais dans une moindre mesure. Et puis, on constate encore cette année une baisse significative de l'OTC. L'OTC qui perd d'année en année des parts de marché. Alors peut-être au bénéfice aussi de tout ce qui est naturel, bio, etc. Donc, une bonne évolution de chiffre d'affaires cette année. En termes de marge, la marge va s'améliorer en valeur absolue. Et là, je pense que tous les acteurs de l'officine peuvent le dire. La nouvelle rémunération a été favorable au réseau. Elle a fait son effet. Oui, je crois qu'on peut le dire. Donc la marge va progresser en valeur absolue. Mais on va se confronter au même problème qu'on a rencontré l'an dernier par rapport à cette marge. Est-ce que cette évolution de marge va permettre de compenser l'augmentation à la fois des frais généraux et des frais de personnel ? Et c'est là tout le débat pour arriver à ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qui est vraiment la rentabilité pure de l'officine, qui permet de rémunérer le pharmacien titulaire et notamment de rembourser ses investissements, ses emprunts, de transfert, de regroupement par rapport aux investissements. Et c'est le niveau de l'EBE qui va être déterminant cette année. Et on peut présager quand même une petite baisse en pourcentage, 0,30% de baisse d'EBE cette année, puisque l'évolution de la marge n'a pas complètement compensé donc si je résume, augmentation de chiffre d'affaires. Augmentation de marge. Augmentation de marge, mais cette augmentation de marge, en gros, compense, mais peut-être pas tout à fait, l'augmentation des charges d'exploitation et en particulier des frais de personnel de la pharmacie. Tout à fait. Donc on devrait sortir un EBE légèrement en dessous de 13% par rapport au chiffre d'affaires. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'année. Bon, c'est vrai qu'on a quand même enrayé les baisses qu'on a connues les années passées. On voit quand même 2018 et 2019 qui confortent 2018. Donc c'est vrai qu'on peut quand même se réjouir de ce nouveau mode de rémunération qui est plutôt bénéfique pour la profession. D'accord. Ben, je pense que tout le monde s'en félicite et on peut remercier les instances professionnelles qui ont fait évoluer le mode de rémunération. Olivier Mercier, l'année 2019, je crois, pas été mauvaise en termes d'activité, de production de crédit, d'une manière générale, mais nous on s'intéresse surtout à la pharmacie. Vous êtes toujours un acteur pivot de la pharmacie ?
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Serge. Oui, effectivement, l'année 2019 a été un bon cru, même si le nombre de transactions s'est légèrement érodé. On a une augmentation des cessions de parts, mais une baisse des cessions de fonds, qui fait que le niveau, et c'était contre-intuitif, on pensait que 2019 serait dans la même dynamique que 2018, sont en légère réduction, mais ça reste quand même un marché relativement acteur. Alors on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a eu moins de cédants, est-ce que pourtant l'évolution de la courbe démographique plaiderait en faveur des transmissions. De l'autre côté, est-ce que c'est plutôt les repreneurs qui ont été un petit peu plus discrets? Bon, toujours est-il que ça reste un marché dynamique. Bon, sans vous abreuver de chiffres, on a étudié sur la pharmacie uniquement 2200 projets pour 2,2 milliards, donc ça fait des dossiers de 700 000 € en moyenne. On en a accepté 1,7 milliard et on a mis en place 1 milliard d'euros de financement sur le marché de la pharmacie. Les dossiers sont de bonne qualité, beaucoup plus complexes, tu l'as dit tout à l'heure, parce que le mode d'exercice a évolué. Avant, on était sur des simples SEL. Maintenant, depuis 2013, avec l'arrivée des SPFPL, on voit des opérations à effet de levier, des LBO, des intégrations, des fusions, des portages de capital. Bref, ce que l'on trouve aujourd'hui depuis des années dans le fonctionnement de l'industrie française en général, les pharmaciens s'approchent de plus en plus sur le corporate. Ouais. Joël, cette complexification des dossiers, c'est votre quotidien, si je suppose? Oui, bien sûr, puisque les premières SEL, rappelez-vous, datent de 1993. Donc les premières SEL datent, les pharmaciens transmettent ces sociétés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la SPFPL, qui est un bon outil, un bon vecteur pour une transmission, mais aussi un bon vecteur pour se constituer un patrimoine professionnel. Et aujourd'hui, chaque pharmacien titulaire devrait au moins avoir sa SPFPL pour des raisons patrimoniales, tout simplement. Et c'est vrai que les montages se complexifient avec des prises de participation croisées, mais là encore, il faut encore que la législation évolue. On pourrait encore faire beaucoup mieux sur certains aspects, mais on a déjà des outils très intéressants à exploiter aujourd'hui. Vous êtes vous aussi adapté à la mutation de votre métier. Bien sûr. Je reviens, Olivier, vous prêtez beaucoup d'argent sur la pharmacie. Est-ce qu'il y a des gamelles Alors, on est sélectif à l'entrée. Il ne faut pas s'en cacher. On est sélectif à l'entrée, mais on est au soutien des entreprises libérales en difficulté. On n'est pas à la merci d'un problème économique, d'un problème de gouvernance, d'un divorce, d'un enfant malade, etc. Et le fonds de garantie, qui est la propriété des professions libérales, est là pour permettre aux pharmaciens un retour à meilleure fortune. On a souvent coutume de dire on n'a pas vraiment de problème de pharmacie, on a plutôt des problèmes de pharmaciens. Mais c'est quand même oui. Quand le projet a été de dirigeants, d'entrepreneurs, et quand les dossiers sont bien baqués avec les conseils experts comptables, avocats, etc., ça back et ça assure l'issue des concours. Mais nous-mêmes, on peut se tromper, on peut financer des opérations qui s'avèrent pas viables ou mettre de côté des opérations qui s'avèrent être des bonnes opérations dans le temps. Ça peut aussi nous arriver dans les deux sens. Très bien. Alors, je vais revenir sur l'évolution du métier. Je disais tout à l'heure 20 700 pharmacies. On l'oublie trop souvent. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on commençait à dire... il y a une vingtaine d'années, quand on commençait à dire 4 ou 5 000 pharmacies vont disparaître, j'entendais un brouhaha, tout le monde était offusqué, c'est pas possible, jamais de la vie. Et puis d'autres, au contraire, qui prédisaient que ça allait être inéluctable. Il y a un constat simple aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, en 18 ans, 2000 pharmacies qui ont fermé. Voilà, c'est factuel. Ça fait près de 10% des pharmacies qui ont baissé le rideau. Alors, quand on dit baisser le rideau, c'est ce qu'on entend et ce qu'on lit souvent, notamment dans la presse professionnelle. Il faut quand même un petit peu nuancer. L'année dernière, il y a 230 ou 240 pharmacies, je crois, qui ont fermé. En fait, il y en a largement plus de la moitié qui ont été fermées dans le cadre d'un regroupement au sens purement juridique du terme, ou d'un regroupement au sens économique du terme, par le biais du rachat de la clientèle et de restitution de la licence. Donc on ne peut pas à proprement parler de pharmacie qui, parce qu'elle était en difficulté,
a baissé son rideau. Olivier Mercier, les vraies difficultés, les dépôts de bilan, c'est quelques dizaines, je crois. C'est vraiment à la marge. Hein. On doit avoir une dizaine de dépôts de bilan dans l'année. La plupart du temps, on ferme la pharmacie parce qu'on n'a pas trouvé de repreneur. Ou le deuxième, c'est qu'il y a eu restitution de licence à l'ARS et consolidation de la zone commerciale. Ouais. Donc avec ces 200 fermetures, on voit qu'il y a une grande inertie. Hein. Si on veut arriver aux 4 ou 5 000 qu'on prédisait il y a une vingtaine d'années, on est 2040, 2050. Hein. Alors peut-être que ça va s'accélérer, c'est probable, mais on est quand même dans un phénomène lent. Dans d'autres professions, Olivier, ça a été quand même beaucoup plus rapide. Et je pense en particulier à un métier qui est proche de vôtre. Vous faites des études ensemble, c'est la biologie. Alors oui, il y a eu une transformation du monde des professions libérales, mais il y a 3 marqueurs forts qu'il faut retenir. Il y a l'évolution de la courbe démographique. Moi, j'ai l'habitude de dire elle est inversée. On a une population qui est toujours plus vieillissante, etc., avec des maladies chroniques, et on a un manque de médecins jusqu'en 2030-2032. Donc pour couvrir plus de population avec moins de médecins, ils ont été obligés de se regrouper pour faire des gains de productivité. Le deuxième, c'est les évolutions technologiques et thérapeutiques qui ont amené des investissements colossaux dans ces professions. Et donc ça a été une recherche d'effet de taille pour faire des économies d'échelle. Et le troisième, c'est les évolutions réglementaires et économiques avec les évolutions tarifaires que ces professionnels-là ont connues. Alors, comparer la biologie, la radiologie avec l'officine, c'est toujours un petit peu délicat parce que d'un côté, vous avez une activité de santé, certes, mais qui est sur la base d'activités de production grâce à des plateaux techniques. Donc on est sur des effets de masse très importants, alors que de l'autre côté, sur la pharmacie, on reste sur une activité de distribution de retail avec des pharmacies plus ou moins grosses. Donc c'est difficilement comparable. Ceci posé, il y a quand même un point, et tu en faisais allusion tout à l'heure, Serge, c'est que pour le chef d'entreprise, il faut avoir vraiment une vision claire de son projet entrepreneurial. Et pour nous, il y a 5 points qui sont importants. Il y a déjà le volet RH. C'est quid de mon management si je pars seul ou je pars associé, et de la gouvernance et du management avec l'équipe qui va m'accompagner. Bien évidemment, la connaissance de son marché, mais aussi la trajectoire de son marché sur les nouvelles attentes ou les attentes futures des patients et des consommateurs. Le troisième point, c'est les évolutions technologiques et notamment logistiques pour les pharmaciens, parce que si vous rentrez dans une notion, on le verra tout à bord, de distribution un peu intensive, etc., il y a toute la supply chain à laquelle il faut penser. Et le dernier élément, c'est la capacité de votre entreprise à évoluer dans le sens j'intègre des jeunes, je m'adosse, je me rapproche, je me transfère, etc. Et c'est la souplesse que vous allez donner à votre outil de production. Donc on voit que tous ces marqueurs-là sont communs à toutes les entreprises, et notamment, et les entreprises libérales n'y font pas exception. Ce sont des véritables entreprises. Alors moi j'ai bien entendu, on ne peut pas tout à fait comparer à des professions à plateau technique. Néanmoins, je constate quand même qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du métier, il faut faire un espace pour l'orthopédie, on a besoin de faire un espace de confidentialité pour avoir des entretiens, on a besoin peut-être demain de cabines de téléconsultation, on a besoin d'espace pour exposer du matériel de MAD, j'en passe et des meilleurs. Nathalie, aujourd'hui, très concrètement, c'est quoi la taille de votre pharmacie pour pouvoir mettre à disposition de vos patients toute cette offre? Au niveau surface, on a 350 mètres carrés. D'accord. On a réparti nos espaces, un espace optique qui a été, suite à notre transfert, une des nouveautés sur la pharmacie. Un espace ortho-MAD dans lequel on scénarise en fonction de la saison, soit une salle de bain, soit une chambre. On a 3 pièces de confidentialité, une qu'on partage avec l'optique et l'orthopédie, une pour plus les prises de tension, les prises de mesure, les glycémies, et une pièce qui nous sert à l'accueil de notre diététicienne, et puis qui était là pour la vaccination. Bon, voilà, donc on voit bien qu'on est quand même loin de la pharmacie moyenne qui fait 100 ou 120 mètres carrés. Hein. Michael, la même question. Alors vous êtes, on y reviendra tout à l'heure, hein, plus dans le détail. Vous êtes sur un modèle de grande pharmacie dans un centre commercial, mais vous avez quelle surface ?
Alors, on a 2 points de vente dans le centre commercial, sur 2 étages différents. Il y en a un qui fait 140 mètres carrés, donc c'est assez petit par rapport au flux. Et un autre qui fait 180 mètres carrés, un peu plus grand, mais on est loin d'avoir beaucoup d'espace, de pouvoir avoir des espaces de confidentialité grands. Aujourd'hui, on est assez confiné. D'accord. Bon, alors avant de revenir on va revenir sur les espaces de vente et sur leur organisation. Moi, on va repartir du début. J'aimerais qu'on parle aussi des petites officines. Elles sont souvent décriées. Bon, je vous interrogerai, Olivier, sur votre politique sur les petites officines. Je vais laisser la parole à Michael. Qui va nous raconter sa première expérience de titulaire. Moi, on s'était rencontrés à l'époque. Il s'intéressait à une pharmacie qui devait faire à peu près 4 mètres carrés de surface de vente. Mais bon, je te laisse en dire davantage. C'est vrai qu'en 2007, quand je me suis installé, la règle, c'était de se dire qu'il fallait faire un achat d'une pharmacie de 2 millions d'euros pour avoir une pharmacie pérenne. Sauf que 2 millions d'euros, il fallait au minimum 200 000, voire 300 000 euros d'apport, ce que je n'avais pas. Tous les systèmes qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Donc je me suis retourné vers une micro-pharmacie. Une pharmacie qui faisait 5 mètres carrés de surface de vente et 190 000 euros de chiffre. On l'a acheté à 2 parce que si ça ne marchait pas, on voulait pouvoir sortir un des 2 pour acheter une autre pharmacie. Parce que si on est seul sur sa pharmacie et qu'elle plante, c'est très compliqué. Donc on a acheté cette pharmacie qu'on a agrandie dans la foulée pour la monter à 70 mètres carrés de surface de vente. C'était dans Paris Centre, un endroit très touristique. Et on a passé du coup notre pharma de 190 000 euros à 2,7 millions en 4 ans. Mais c'était clairement un travail d'officinal classique, de proximité, de service. C'est ce qui a fait que ça a grossi si bien. On a réussi à être assez dynamique sur la politique de prix, vu qu'on avait un endettement relativement faible. Mais pour moi aujourd'hui, et c'est valable encore aujourd'hui, les petites pharmacies, voire micro-pharmacies, d'autant plus avec les transferts qui existent, c'est une excellente opportunité pour se lancer. Ben alors, je souhaite à tout le monde une telle réussite. Ça fait du 10 000% de croissance en 3 ans, quelque chose comme ça. Bon, la taille critique de l'officine, ça fait longtemps que c'est un sujet, mais alors tous les ans, on dit quelque chose de différent de l'année d'avant. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quand même peut-être une quinzaine d'années, la petite officine, c'était 600 000 euros de chiffre d'affaires. Puis après, on a dit c'est 800 000. Après, on a dit c'est 1 million. Joël Lecoeur, c'est quoi aujourd'hui la taille critique? C'est quoi une petite pharmacie sans... Ah oui, alors la taille critique, c'est un peu la question piège. Oui, je sais bien, mais alors, je sais que vous avez beaucoup travaillé le sujet. Voilà. Pour moi, la taille critique, si je devais donner une définition de la taille critique, la taille critique d'une pharmacie, c'est une taille qui permet de pérenniser son outil de travail. Une fois qu'on a dit ça... On a dit ça. Combien ? Qui permet d'assurer les nouvelles missions et les nouveaux services. Qui permet à la fois de rémunérer décemment son titulaire. Qui permet de faire face à ses échéances bancaires. Et in fine, en fin de carrière, qui permet de réaliser, capitaliser et réaliser son outil professionnel. Une fois qu'on a posé cette question-là, il faut arriver à répondre à tous les critères. Alors est-ce qu'il faut quand même être un peu plus fin, distinguer la ville Voilà. Alors effectivement, la taille critique n'est pas la même dans une pharmacie en milieu rural d'une pharmacie en centre-ville. Et ce qui est important aussi, c'est par rapport à cette taille critique, c'est la possibilité de la faire évoluer. La faire évoluer par un transfert, la faire évoluer par un regroupement. Et qu'aujourd'hui, c'est une taille critique, on va dire, elle est en fonction aussi de l'environnement. Plus que parler de taille, il faut parler d'environnement, parce qu'aujourd'hui, la pharmacie, quoi qu'on en dise, la nouvelle rémunération qui améliore les choses, aujourd'hui, on est toujours confronté à un problème de volume. Même si la nouvelle rémunération existe aujourd'hui, la marge, 70% de la marge du médicament, est lié au nombre de boîtes vendues et est lié au nombre d'ordonnances délivrées. Donc ce problème de volume existe toujours, quel que soit l'emplacement de l'officine.
Donc c'est une taille critique. Eh bien, si je veux réaliser une nouvelle mission, est-ce que je vais pouvoir le faire avec ou sans adjoint? Peut-être que les groupements vont m'y aider. En milieu rural, ce sera peut-être plus facile qu'en milieu urbain. Toutes ces questions-là doivent se poser. On ne peut pas donner un chiffre. On connaît le seuil de l'adjoint. Le seuil de l'adjoint, c'est 1,3 million d'euros. Donc en fait, c'est dossier par dossier. Vous regardez le dossier, vous dites non, celui-là, il n'a pas la taille critique. Celui-là, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'environnement qui prime. Je peux avoir aussi une pharmacie d'une taille suffisante où, si l'environnement médical est défavorable, il ne faudra peut-être pas y aller non plus. À l'inverse, une petite pharmacie qui peut présenter un potentiel futur de transfert ou de regroupement, eh bien, c'est une officine qui sera intéressante à étudier, à exploiter, si on se positionne dans le cadre de l'installation. Olivier Mercier, je suppose que la taille des pharmacies est un élément d'appréciation important du risque. Vous avez évolué au cours des dernières années. Il me semble quand même, effectivement, même chez les banquiers, la porte n'est pas toujours fermée aujourd'hui pour les petites pharmacies. Oui, tout à fait. On a fait évoluer notre doctrine en la matière parce qu'on s'est aperçu, peut-être un peu à tort, que le couperet de la pharmacie, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 million ou 800 000 euros, 1 million, etc., n'était pas viable. Or, si elle permet de rembourser, comme le disait Joël, son encours et qu'elle permet aux pharmaciens d'en vivre et qu'elle recèle en elle-même par derrière un potentiel d'évolution, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le projet entrepreneurial, etc., forcément, il y a des petites pharmacies à 600, 700, 800 000 euros qui sont tout à fait viables compte tenu de leur potentiel et du marché, des équipes et du chef d'entreprise qui va porter son projet. Et je pense que sur ce plateau, il y a de beaux exemples de réussite. Ce qu'il faut rappeler aussi, on peut peut-être rappeler le quorum, oui. Serge. Le quorum, hein, une pharmacie pour une population de 2500 habitants, oui. Et une population de 4500 habitants supplémentaires pour une officine supplémentaire. Aujourd'hui, en milieu rural, on a des communes de 5 ou 6 000 habitants qui ne nécessitent pas forcément la présence de 2 pharmacies. Bien sûr. Si j'ai une petite pharmacie et une plus grosse et qu'il y a moyen de faire des choses derrière, la petite pharmacie a tout son intérêt par rapport soit à un regroupement physique ou soit un regroupement capitalistique. Donc aujourd'hui, il y a des choses à travailler et que la petite pharmacie va pouvoir s'appuyer sur la plus grosse, peut-être pour certains services, partager, faire effectivement, mettre en moyen mettre en moyen Donc elle permet de préserver le maillage territorial et d'assurer un train de vie. Donc il ne faut pas jeter les petites pharmacies. Je crois que c'est le message qu'on voulait faire passer ce matin avec Olivier Mercier, ne pas... parce que la pharmacie moyenne 1,6 million, si tu dis il faut 2 millions, ça veut dire que ce n'est pas 5 000 qu'il faut supprimer, c'est 10 000. Très bien. Alors... moi, ce que j'ai retenu, c'est que malgré tout, la petite pharmacie, on parle de chiffre d'affaires, souvent qu'on parle de petite pharmacie, mais intrinsèquement, on a aussi parlé de superficie, puisque satisfaire aux nouvelles missions, ça suppose d'avoir de l'espace. Hein. Moi, j'ai rencontré un pharmacien récemment qui m'a dit « Je n'ai pas vacciné parce que je n'ai pas la place de le faire ». Alors, cette notion d'espace, ça a été une des motivations, Nathalie, qui vous a poussé il y a quelques années à transférer votre officine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce transfert? Alors, notre histoire, elle a commencé en 2002 où je me suis installée avec mon mari sur le quartier de Fontbarlette à Valence, un quartier en zone urbaine sensible. On était sur le quartier de pharmacie pour une population d'à peu près 6 000 habitants. La situation difficile du quartier était en train d'évoluer et de faire évoluer le milieu médical. Les médecins vieillissants allaient partir à la retraite, au moins 2 médecins allaient partir à la retraite. Le centre de soins infirmiers était dans un secteur du quartier où elles ne pouvaient pas ouvrir de permanence à cause de l'insécurité. Elles songeaient aussi peut-être à se déplacer. Chaque professionnel de santé avait ses difficultés. Et au niveau de la mairie, le plan urbain était en train de se modifier. Et une réunion de la mairie nous a amenés à
proposé que sur une place où beaucoup de voitures brûlaient, ils avaient projet de monter un immeuble avec des commerces. Et c'est là qu'est née l'idée. Il y avait l'adjoint à la santé qui parlait d'un regroupement d'accaparer la place. Et on s'est dit, pourquoi pas accaparer la place et monter une maison de santé dans laquelle on pourrait tous se regrouper et pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions, pouvoir permettre à nos patients d'avoir un accès aux soins, parce que l'accès aux soins hors quartier est quand même plus compliqué à obtenir. Il y avait un frein, nous étions 2 officines. Comment 2 officines sur le quartier, sans se faire la guerre, pouvaient participer au projet de la maison de santé. Donc mon mari est allé voir nos confrères, et donc on a décidé de travailler les 2 pharmacies ensemble en croisant nos capitaux. Donc 2 selles croisées, chacun restait exploitant dans son officine avec des capitaux croisés. Si un bénéficiait d'un déplacement de médecin, voilà, ça bénéficie à tout le monde. Personne n'était pénalisé sur le quartier. Donc cette entente a permis de pouvoir voir ce projet naître. D'accord. Alors après, il y a eu la phase transfert, donc c'est grâce à la mairie que vous avez trouvé... donc on a pu avoir le terrain, qu'on a pu s'installer au cœur du quartier. Ensuite, nous, on arrivait on était installés depuis 11 ans, donc on arrivait en fin de remboursement. Donc ce qui nous a permis de nous revendre la pharmacie pour dégager du cash, pouvoir réinvestir dans le bâtiment. D'accord. Joël, vous accompagnez beaucoup de projets. Trouver un local, c'est pas si aisé. Hein. Aujourd'hui, c'est, je crois, la difficulté première pour transférer son officine, c'est de trouver le local, et le local suffisamment grand pour accueillir tous les services demain. Alors effectivement, hormis Paris que j'exclus, mais aujourd'hui, raisonnablement, il faut entre 200 et 250 mètres carrés si on veut vraiment couvrir l'ensemble des besoins de la population. C'est à peu près la taille. Un outil adapté. La surface critique. La surface critique est entre 200 et 250 mètres. Donc la problématique, c'est que dans certaines villes, eh bien, on ne trouve pas ce type de local. Donc parfois, on voit les pharmacies se mettre à l'extérieur de la commune, à limitrophe, pour essayer d'avoir des locaux adaptés. Donc la difficulté, c'est le local à trouver. Je crois que le parcours du combattant, c'est d'abord le local. Et une fois qu'on a le local, il va falloir effectivement présenter tout ce dossier de transfert à l'ARS. Alors, la difficulté qu'on a souvent, c'est que pour pouvoir déposer un dossier de transfert à l'ARS, il faut qu'on soit titré des locaux. Oui. Donc, titré des locaux, ça veut dire soit, si je suis locataire, une promesse de bail du propriétaire pour pouvoir exploiter la future pharmacie, ou soit, si j'achète un terrain, avoir un permis de construire qui soit purgé de tout recours, ou je peux acheter, si j'ai un promoteur, je peux acheter en VFA, en état futur d'achèvement. Non seulement c'est difficile de trouver le local, mais en plus, une fois qu'on l'a trouvé, il faut soit un propriétaire du terrain, soit un bailleur qui soit conciliant et qui accepte d'abord de prendre un peu de risque, puisque peut-être qu'il y aura un refus de l'ARS, mais qui accepte d'attendre longtemps avant de pouvoir effectivement... Bien sûr. Sachant que les délais, comme vous le savez, pour déposer un dossier complet, l'ARS a 4 mois pour statuer, 2 mois incompressibles pour les éventuels recours. Et c'est qu'à partir de 6 mois du dépôt du dossier qu'on peut commencer à travailler et on peut, on va dire, poser la première pierre. Et là, on a 24 mois pour transférer la pharmacie. Donc c'est vrai que le parcours du combattant, il est d'abord administratif. D'accord. Alors, entre le choix, il y a un premier parcours, c'est trouver le terrain. Après, il y a le parcours administratif. Voilà. Entre les deux, il y a le parcours bancaire. Oui. Olivier... les transferts, c'est aussi le parcours du combattant d'obtenir le crédit ? Alors, dans les transferts, il y a 2 points. D'abord, il y a le cadre réglementaire dont vient de parler Joël. Effectivement, il y a des délais incompressibles qui font que le dossier, c'est un peu compliqué de le mettre en place. Ceci posé, il nous arrive à Interfimo, quand on est à l'appui de l'éclairage des conseils de nos clients, d'accélérer ces délais incompressibles pour la mise en force du prêt quand on est véritablement rassuré sur tout ce qui est la question du surnuméraire. Donc ça nous arrive d'anticiper. Ça, c'est le premier point sur les transferts. Mais le deuxième point sur les transferts, vu de la banque,
souvent le transfert est pris comme une quasi-création. Et en fait, là où des fois il y a des blocages, c'est qu'il faut qu'on se comprenne bien entre banquiers, conseils et porteurs du projet sur le modèle économique. Et c'est là que nous-mêmes, on a besoin d'être rassurés pour savoir, voilà, vous avez un chiffre d'affaires de X, vous allez passer à Y, mais entre-temps, vous allez augmenter votre niveau d'encours de 30, 50 ou 100% à la banque, etc. Là, le banquier a besoin d'être rassuré. Donc, c'est la raison pour laquelle on se challenge entre les conseils, les clients et Interfimo pour progresser et lever toutes les zones d'ombre. Nathalie, le financement, ça a été... Difficile. Difficile, facile? Difficile. On était sur 2013. 2013, l'interprofessionnalité était peut-être encore un petit peu moins d'actualité, balbutiante, moins d'actualité qu'aujourd'hui. Et quand on expliquait aux banques qu'on allait tous travailler ensemble en interpro, même jouer au niveau des dossiers de l'ARS, c'était pas un point qui était retenu en fait. D'accord. Michael, vous n'avez pas eu que des belles expériences avec les banques, hein. Sur ma première installation, c'était très difficile de trouver un prêt pour une pharmacie de 190 000 euros. Ouais. Et on m'avait demandé à la base un apport très faible pour faire l'affaire, et au moment où on a dû réaliser l'affaire, on nous a fait exploser l'apport, ce qui était difficile. Je pense que sur les petites pharmacies... C'est-à-dire qu'au dernier moment, vous avez demandé plus? Oui, enfin au moment de devoir mettre l'apport, on a dit non, ça passera avec un apport. Donc vous aviez besoin de 300 000 euros de prêt bancaire pour cette petite affaire, et personne ne vous a suivi. Vous avez fini par trouver un banquier quand même? J'ai fini par trouver un banquier qui fait ce genre d'affaires. C'est pas... S'il n'y a pas un autre pharmacien peut-être d'expérience derrière, c'est difficile d'avoir un appui. Voilà, donc je crois que vous faisiez partie de ceux qui n'avaient pas suivi. Bon, comme quoi tout le monde peut se tromper, hein. Mais vous nous avez suivis sur une autre affaire qu'on a fait il n'y a pas longtemps, une toute petite affaire, avec une de nos assistantes qu'on a acheté, pareil, à un prix inférieur à 200 000 euros. Et là, vous nous avez suivis. Peut-être que l'époque aussi s'y prête mieux. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes sorti de cette petite affaire. C'est intéressant vous êtes un peu à l'autre extrême. Aujourd'hui, vous êtes co-titulaire dans ce qu'on peut appeler une grosse pharmacie, voire une très grosse pharmacie, dans un centre commercial. Racontez-nous. Après 5-6 ans d'expérience sur notre pharmacie qu'on a montée à 2,7 millions, j'ai revendu mes parts. Et donc, j'ai pris un risque. Je suis reparti à zéro avec mon apport, mais j'avais plus de pharmacie. Et vous avez tout mis dans une nouvelle affaire. Voilà, mais le laps de temps entre les deux, c'était il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup d'affaires à acheter, et c'était assez dur d'en trouver. Et j'ai trouvé avec mon nouvel associé ces opportunités à Noisy-le-Grand, qui étaient 2 pharmacies concurrentes. Mon associé avait été déjà titulaire de la pharmacie du bas. Et on a racheté ensemble celle du haut et on s'est associé à 50-50 pour faire ce groupe de pharmacies en centre commercial où du coup il n'y avait plus de concurrence entre les deux, c'était plus facile à exercer. Et c'est vrai que c'est un exercice très différent d'une pharmacie de centre-ville. Il y a des positifs et il y a du négatif parce qu'on est 100% dépendant d'un centre commercial. Donc dans les situations actuelles avec le coronavirus par exemple, où les endroits clos peuvent faire peur, on va certainement sentir l'impact. Quand on a une gare RER qui alimente un centre et qu'il y a des grèves, on sent un impact immédiat. Tandis qu'en centre-ville, c'est vrai que je pense que c'est plus dépendant de l'environnement général qui est plus large qu'un centre commercial. On va rester sur ces grosses pharmacies. C'est une pharmacie de centre commercial, mais qui malgré tout... on peut dire reste très très présente dans le métier de professionnel de santé, parce qu'il y a aussi un hôpital. Alors, c'est un centre commercial particulier, c'est un centre commercial centre-ville. C'est des villes nouvelles de la couronne de Paris, Noisy-le-Grand, où le centre commercial était construit comme un centre-ville. Donc il y a une des 2 pharmacies qui a un aspect purement centre-ville,
mais avec les défauts d'un centre commercial. Donc on va alimenter les gens autour en médicaments. Et l'autre pharmacie qui est face à Carrefour, qui est une pharmacie beaucoup plus typée centre commercial, mais en mesurant les deux pharmacies, on a quand même plus de 50% de médicaments, ce qui fait qu'on reste des professionnels de santé avant tout. On ne fait pas que de la para chez nous aujourd'hui. D'accord. Joël, vous venez de Normandie. Oui. En Normandie, il y a aujourd'hui la plus grande pharmacie de France, en termes de surface en tout cas. Je pourrais en citer, je cite celle-là parce que c'est la plus grande, mais il y en a d'autres. Il y a un petit effet de mode, qui est un micro-marché, mais il y a quand même un petit effet de mode sur ces méga pharmacies. Vous en pensez quoi de ces méga pharmacies? Alors, la pharmacie en question, 1000 m² de surface, je crois, 23 caisses. Je pense que c'est déjà de surface de vente. Ouais. Je pense que c'est déjà plus la pharmacie la plus grande de France. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en a déjà pris une plus grande. D'accord. Alors ces pharmacies, quoi en dire le pharmacien qui a fini de payer sa pharmacie, qui réinvestit la quasi-totalité de la valeur de son officine dans des travaux, dans un agrandissement, pourquoi pas? Après, il faut voir le retour sur investissement. En tant que consommateur, certains consommateurs ne se retrouvent pas dans ce type d'officine. Je pense qu'on est tous consommateurs. Peut-être que si j'ai un problème de santé, j'irai peut-être plus voir mon pharmacien de proximité. Bon, par contre, effectivement, pour acheter ma crème solaire, pour partir en vacances, je vais sûrement aller dans ce type d'officine pour avoir effectivement un prix. On le voit bien avec le positionnement des groupements aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux modèles qui coexistent. Il y a la pharmacie de proximité axée sur l'accompagnement du patient. Et puis en face, on a ce que j'appelle moi les pharmacies business, axées sur le commerce et puis les prix. Donc les deux systèmes, à mon avis, vont cohabiter. Les opposer, Non, on ne va pas les opposer. Bon, alors effectivement, monsieur a une particularité, c'est qu'il est à la fois dans un centre commercial, mais il a une frange de population de proximité, de centre-ville, donc qui fait que ça reste une pharmacie, même si elle fait un gros chiffre d'affaires, ça reste une pharmacie, on va dire, de proximité. Donc les deux vont cohabiter. Je pense que les deux modèles vont cohabiter. Le consommateur va aller dans celle où il va trouver son intérêt. Alors bon, on fait une petite parenthèse sur ces méga pharmacies, ça ne concerne pas beaucoup de monde. Alors, on a parlé de transfert, notamment dans les petites pharmacies. Est-ce qu'on peut revenir sur un autre modèle d'évolution, d'adaptation? Je veux parler des regroupements. On disait que sur les 200 et quelques pharmacies qui disparaissaient, en réalité, il y en a à peu près 60%, elles se sont regroupées. Alors, vous évoquiez des regroupements dans des bourgs. Effectivement, quand il y a deux pharmacies dans un bourg, on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir deux points de vente à 100 mètres l'un de l'autre, alors qu'il n'y a pas de concurrence à 20 km à la ronde. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué dès qu'on est en secteur un peu plus dense et en ville? C'est à moi que tu poses Joël, encore la question, ouais. oui. Le regroupement en ville, non, je pense qu'il peut se faire facilement compte tenu de la proximité. Après, en ville, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que plusieurs pharmaciens se mettent autour de la table pour acheter la pharmacie à côté. Alors, la difficulté, ça va être de se répartir le prix de cession, se répartir le personnel, s'il y a encore du personnel dans cette officine. Et donc là, c'est à nous les conseils d'être un peu imaginatifs sur la façon d'aborder le dossier. Mais je pense qu'en centre-ville, en se mettant à plusieurs autour de la table, ça peut se faire de façon très naturelle. Et effectivement, tout le monde est gagnant. Alors, qui va récupérer plus que l'autre? Tout ça, il faut être un peu imaginatif et on arrive par des clés de répartition à trouver des solutions. Et l'intérêt du pharmacien en question, c'est qu'il trouve un repreneur plutôt que de mettre la clé sous la porte et puis d'avoir éventuellement le passif social à financer, notamment au niveau des licenciements. Donc que ce soit en ville ou à la campagne, en milieu rural, le regroupement, quand effectivement on est intelligent, ça pose pas de difficulté. Et puis nécessité fait loi. À un moment, de toute façon, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, nécessité fait loi, et donc tout naturellement, on va vers ces deux projets. Là aussi, les professionnels ont évolué, les pharmaciens ont évolué. Souvent, on entendait dire, bah, tiens, la petite pharmacie à côté à vendre, ah non, je vais surtout pas la racheter, on va la laisser crever, comme ça je vais récupérer le chiffre, ça va rien me coûter. Je pense que là, on est en train de revenir, et qu'il vaut mieux peut-être investir 100 ou 200 000 euros sur cette petite pharmacie pour avoir la certitude de récupérer le maximum de chiffre d'affaires. Et là, ça évolue dans les mentalités. Et puis, je pense que vis-à-vis de la profession, celui qui a consacré toute sa vie à l'officine, à ses patients, et qui baisse le rideau, bon, moralement, c'est pas satisfaisant. Enfin, je parle de la profession, donc de permettre effectivement à un confrère de quitter la profession, de partir en train dignement, je pense que ça vaut quelques milliers d'euros. Ouais, c'est dans l'esprit, dans la confraternité. Mais enfin, vous savez que la confraternité... mais bon, je pense que l'intérêt des uns et des autres est convergent. Donc je pense qu'il faut essayer d'anticiper. Enfin, c'est dans ça que nous œuvrons en tant que conseil de nos clients. Si on peut ni transférer ni se regrouper, il faut aussi moderniser son outil de travail. Oui, bah là, je pense que pour moderniser son outil de travail, je pense qu'il faut s'appuyer grandement sur les groupements. Et les groupements sont la clé, à mon avis. Et les groupements aident effectivement les pharmacies les plus fragiles à évoluer. Et je crois beaucoup à la mutualisation des moyens. Mutualisation des moyens, peut-être qu'il y aura du personnel des différents groupements qui viendront dans l'officine assurer pour le compte du pharmacien les nouvelles missions. Enfin, on peut imaginer que les missions des groupements vont évoluer vers du service aux pharmaciens. Au-delà de la seule... Olivier, vous avez des solutions de financement adaptées à ces petits investissements qui sont simples, qui sont rapides Oui, alors sur ce type de financement, d'investissement, on a ce que l'on appelle, chez nous, Interfimo, une enveloppe. Alors, c'est quoi une enveloppe, hein? On étudie un projet dans l'année et on dit à notre client, voilà, si vous avez 100, 200, 1 million d'euros de travaux à faire, etc., ben, vous pouvez les faire dans l'année. Vous nous amenez simplement les factures. On ne réétudie pas le dossier. On fait souvent ça quand il y a des gros projets d'investissement, de reprise, etc., pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir un petit peu de souplesse vis-à-vis des projets d'investissement. Parce que c'est assez contraignant pour un chef d'entreprise déjà venir expliquer son histoire quand il reprend une pharmacie. Si à chaque fois, pour 50 000 euros, il doit revenir vers son banquier et réexpliquer toute l'histoire, etc., je pense que le chef d'entreprise a autre chose à faire. Alors, on parle d'investissement capitalistique, on parle d'argent. Investir dans une pharmacie, c'est aussi investir dans ses équipes, c'est investir dans les hommes. C'est quand même aussi une condition de la réussite. Nathalie Miquet, on a pu cerner que dans votre modèle, vous nous avez parlé parcours de soins, MAD, etc. J'imagine que la formation, c'est un pilier essentiel chez vous. Alors, c'est un pilier essentiel. Nous, on est sur 90% de médicaments. Donc, notre cœur métier, c'est le médicament. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'il y a 350 mètres carrés qu'on est rentré, entre guillemets, sur le côté business. Non, on est resté sur... on souhaite rester centré sur le patient. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix avec vraiment un élargissement du service que l'on peut rendre à nos patients. Donc, quand on a transféré la proposition qu'on avait au niveau MAD, il était important de pouvoir la montrer. D'où la scénarisation de notre MAD qui nous a fait progresser au niveau de notre nombre de lits. On avait 5 lits avant le transfert, on en a une quarantaine maintenant, avec notre propre parc de lits. D'accord. Avec ce qui amène un diagnostic chez le patient au moment de la livraison, puisque maintenant c'est nous qui les faisons. Donc vous allez chez eux. Donc on va chez eux, on permet de leur apporter d'autres solutions à côté du lit. Donc ça, le MAD s'est énormément développé grâce au transfert.
Après, sur les nouvelles missions, on a toujours été partant sur les nouvelles missions. Notre région faisait partie de l'expérimentation vaccination. Donc là, en 3 ans, le nombre de vaccins qu'on a délivrés a été augmenté de 30%. Et cette année, on a à peu près injecté 2 vaccins sur 3 vendus. Donc au niveau de la maison de santé, notre but était vraiment d'augmenter la couverture vaccinale de notre patientèle. Donc on s'est tous mis sur cette mission-là, médecins, infirmières et nous. Donc le patient, maintenant, on est vraiment identifié comme étant le lieu de la vaccination au niveau du secteur. Oui. D'accord. Et vous avez des infirmiers au-dessus, je crois? On a un centre de soins infirmiers. Ouais. Et ça se passe bien, ça cohabite bien? Ça s'est très bien passé parce qu'on a... Alors, au départ, à l'ouverture de la maison de santé, elles ont ouvert une permanence. Donc la première année de vaccination, elles ont gardé la vaccination. Les médecins les orientaient chez elles. Et puis, on s'est aperçu que quand le centre de soins était fermé, quand le samedi, nous, on était ouvert, que les infirmières n'étaient pas là, des patients pouvaient échapper à la vaccination. Donc, on a ouvert à la pharmacie aussi. Et maintenant, voilà, le patient vraiment sait qu'il peut aller chez le médecin, mais le médecin vraiment nous a délégué cette tâche-là et peut aller chez les infirmières et à la pharmacie. Et on s'est aperçu qu'à la pharmacie, le patient prenait son vaccin, était tout de suite vacciné et il n'avait pas à remonter au centre de soins infirmiers. Avec les infirmières, ça se passe bien, oui. D'accord. Et vos équipes, vous avez quoi, une dizaine de personnes? On est entre 12 et 14 dans l'équipe, oui. Voilà, elles se sont bien adaptées à l'évolution de l'outil, de vos missions? L'évolution de l'outil... Ça se fait pas tout seul? Ça se fait pas tout seul. Maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, on a donc mon mari travaille sur les plannings et on s'est organisé pour être tous ensemble un vendredi sur 2. On est tous ensemble entre midi et 2 pour partager ou se former. Tous les 15 jours, toute l'équipe ensemble? Tous les 15 jours, toute l'équipe. Ça, Michael, vous y arrivez? Non, pas du tout. Non, tous les 15 jours, je trouve ça exceptionnel et je pense que c'est la meilleure solution. C'est extraordinaire. On peut partager, alors au mois de décembre, il y a 2 réunions. Il y en a une, c'est le repas de Noël. Donc il y a toujours 2 personnes qui vont organiser la déco, le repas exceptionnel. Et ce jour-là, ce n'est qu'un repas tous ensemble, mais ce sera aussi une nouvelle mise en place de labo, une formation au merch. Voilà, et chacun a son espace de discussion et par la messagerie informatique, on peut passer un message à tout le monde, mais là, c'est vraiment le moment où donc c'est le moment où vous faites progresser l'équipe tous ensemble, collectivement. D'accord. Voilà. Bon, et puis, je voudrais qu'on termine là-dessus, peut-être. Un moment, vous étiez fatigué, vous avez aussi misé. Alors on a beaucoup travaillé tous les deux pendant 18 ans. On a été tous les deux beaucoup d'heures à la pharmacie. Et puis le MAD, on voyait que ça commençait à se développer, mais prendre le temps d'aller chez les patients, dégager du temps, avoir de nouvelles énergies. Voilà, on prend un petit peu d'âge et on a embauché il y a 2 ans un jeune diplômé qui a une envie de travailler qui est énorme. Il est dans notre philosophie aussi, de service aux patients, de prendre son temps. Et on lui a proposé, et donc il est depuis le 1er juillet, il a pris 25% des parts de la pharmacie. Et il repart sur de nouvelles missions encore plus. Il n'avait pratiquement pas d'apport. Il avait peu d'apport. Voilà, on a fait un montage financier pour qu'il puisse intégrer avec son peu d'apport. Interfimo lui a permis d'avoir un petit crédit personnel pour compléter et on était là derrière en garant. Voilà, avec une perspective d'évolution pour lui aussi, puisque tout est planifié pour que dans 5 à 7 ans, il reprenne à nouveau 25%. Et 5 à 7 ans plus tard, eh bien, on pourra partir.
Bien. Il nous reste encore juste quelques minutes pour conclure. Michael, vous faites quand même un beau métier qui a de l'avenir. Oui, c'est un beau métier physique, parce que ça nous demande quand même un taux de présence énorme. Plus les pharmacies grossissent, plus on a des problèmes de RH. Et je pense qu'en effet, comme vous le dites, ça devient le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les marges vont augmenter aujourd'hui. Les chiffres peuvent augmenter, mais les médicaments vont quand même... Il y a beaucoup de génériques qui font baisser les chiffres, mais qui augmentent la rentabilité. Mais le RH aujourd'hui, c'est très très compliqué. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'amis en province qui ont une proximité plus forte avec leurs équipes. En Ile-de-France, sur des pharmacies où on est 30-40, c'est difficile d'avoir cette relation qui est forte entre... On a une relation forte, mais qui n'est pas la même. Et le recrutement est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il y a moins de préparateurs, moins de pharmaciens. Donc c'est un des axes le plus demandant d'énergie aujourd'hui. D'accord. Donc c'est le sujet sur lequel vous avez peut-être à progresser dans les années à venir. Joël, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu freinés à l'idée de venir vers la pharmacie d'officine. Est-ce qu'on peut quand même leur donner de l'espoir et les inciter à revenir ? Je crois qu'il faut qu'on arrête ces discours anxiogènes auprès des jeunes. J'interviens à la fac de pharma de Caen, en 6e année en cours de gestion. On avait des promos de 70 étudiants, aujourd'hui ils sont 40. Alors demain, effectivement, il faudra trouver quand même des repreneurs à vos officines. Et aujourd'hui, le discours, c'est de dire, ben voilà, il faut une taille suffisante, il faut que tu achètes une pharmacie au moins d'1,5 million, il faut 20% d'apport personnel. Ben écoute, si tu n'as pas 300 000 € en poche, eh bien, tu ne pourras jamais t'installer. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se détournent de l'officine, ils vont vers l'internat, vers l'industrie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la profession a un devoir d'attirer les jeunes. Et une profession qui ne se renouvelle pas, c'est une profession qui se meurt. Et si on veut maintenir ce maillage territorial, il va falloir trouver des solutions pour accueillir les jeunes. Alors, Dieu merci, on voit que la nouvelle rémunération redonne de la confiance aux jeunes, parce qu'on voit que les bilans sont plutôt bons, donc donnent de l'espoir, des perspectives aux jeunes. On voit que les jeunes, on l'a encore vu hier, ils sont tournés vers la pharmacie clinique, ils sont formés pour ce nouveau métier, ces nouvelles missions. Donc, effectivement, il faut intéresser les jeunes. Et nous, au sein de notre réseau, j'ai fait les statistiques des sessions, puisque dans quelques semaines, je vais présenter les chiffres. Je ne vais pas le dire, mais je vais créer quand même un secret. On a eu 50% d'acquisitions supplémentaires cette année au sein du réseau CGP. Donc, montrer que les jeunes, on peut les intéresser à l'officine. Ils n'ont pas besoin de 300 000 € d'apport. Avec 50 000 € d'apport, je ne sais pas combien avait votre adjoint, mais avec 50 000 € d'apport, on peut commencer à faire des choses. Il faut être imaginatif, il faut pouvoir les aider. Et effectivement, les jeunes veulent exploiter. Alors, la problématique, c'est le milieu rural, où les 2 tiers des jeunes ne veulent plus aller au milieu rural. Il va falloir que la profession aussi essaye de trouver des solutions juridiques, des solutions pour que ces jeunes puissent exploiter ces pharmacies. Et le jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut surtout plus exploiter seul. Donc aujourd'hui, c'est les réseaux avec les autres professionnels ne plus exploiter seul, les réseaux avec les autres professionnels de santé. Et puis, effectivement, demain, quand on a des problèmes de recrutement, peut-être que la pharmacie, elle aura 3, 4, 5 adjoints titulaires qui passeront d'adjoint à titulaire justement pour pérenniser cet outil de travail et résoudre les problèmes RH qu'on connaît aujourd'hui de recrutement. Donc non, il y a de l'avenir pour les jeunes. Tu l'as dit en préambule, le métier de la santé, la santé, ça progresse, la population vieillit, donc de toute façon, on est sur un marché porteur. Eh bien, à la profession de s'organiser pour pouvoir répondre aux objectifs de santé publique, même si les prix des médicaments baissent, même si on doit maîtriser les volumes. Mais là, il y a un boulevard qui se présente devant la profession et incitons les jeunes à s'installer et dans vos officines. Votre meilleur repreneur, c'est votre adjoint, donc commencez à l'intéresser. Et il ne faut pas que l'adjoint soit simplement... C'est ce qu'a fait Nathalie Thibault. Il ne faut pas que l'adjoint soit simplement le super vendeur. Ouais. Il faut l'inciter à la gestion, etc. Il faut l'encourager à évoluer dans ce sens-là. Surtout quand il est bon, parce que sinon il s'en va. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Michael, tu voulais rajouter un mot ? Oui, c'est vrai que sur l'avenir aujourd'hui de la pharmacie,
pour l'officine, je trouve que c'est un moment clé pour s'installer. Et quand on parle de jeunes, j'ai même une anecdote sur notre pharmacie. On a une pharmacienne jamais installée qui avait plus de 50 ans, qui a acheté avec nous une pharmacie dans moins de 200 000 euros, qui aujourd'hui en 2 ans fait plus d'1 million d'euros, mais elle a pris le risque aujourd'hui, elle nous a suivis. Et je pense qu'il y a les jeunes, mais il y a même l'expérience d'assistants confirmés qui peuvent, avec l'appui des titulaires, s'installer aujourd'hui. Très bien. Olivier, ce sera le mot de conclusion. Bon, la pharmacie, marché pérenne, est toujours un facteur, un marché clé d'Interfimo. Disons qu'on porte 5 milliards d'euros d'encours sur la pharmacie et chaque année on recharge d'1 milliard d'euros. Donc si on ne croyait pas au métier de pharmacie, on le ferait pas. Ça, c'est le premier point. Au niveau des jeunes, c'est ce que vous venez de dire, ce que Joël vient de dire, c'est un beau métier. Et moi, en mot de conclusion, je dirais 3 mots, audace, persévérance et responsabilité. Audace dans l'entrepreneuriat, parce qu'à un moment, il faut se lancer. Persévérance, parce que des fois, l'idée est bonne de départ, mais il faut la faire vivre dans le temps. Donc là, il faut être tenace et il ne faut rien lâcher. Et la responsabilité, c'est le sens de la responsabilité vis-à-vis de ce beau métier qui est de pharmacien, vis-à-vis des territoires et des citoyens. Voilà. Bien, il me reste à vous remercier. Merci de votre écoute. Vous aviez une question. Je ne sais pas si on a le temps, on va le prendre. Oui, merci pour le micro et merci pour le temps pour les questions. Je pensais que le temps arriverait naturellement. Donc, je suis Laetitia Hib, je suis présidente de Pharmasystème Qualité. Merci à tous les 4 pour votre démonstration très intéressante. Merci à mes confrères et consoeurs pour votre expérience, ce qui nous prouve, s'il en était besoin, que les principales barrières qu'on se met en général, ce sont les barrières... Oui, je fais court, d'accord. Ce sont celles qu'on se met nous-mêmes. Je reste pas là, je me mets là, je me mets là. On a parlé, je peux faire le... Allez, je prends le micro, tant pis, j'organise la réunion. On a parlé, vous avez parlé principalement lors de cette table ronde d'investissement en mètres carrés. Je trouve ça dommage aujourd'hui. Dans l'évolution du métier, oui, un petit peu, mais principalement sur les mètres carrés, j'aimerais qu'il ne reste pas à l'idée des personnes qui ont écouté que l'avenir de la pharmacie se fera essentiellement sur l'évolution des mètres carrés de la pharmacie. Aujourd'hui, nous savons que nous rentrons, par l'évolution du métier, nous rentrons dans une économie de services qui rend les mètres carrés, oui, qui rend les mètres carrés importants, mais pas forcément indispensables. Ma question aujourd'hui, dans les investissements qui ne sont pas des mètres carrés, nous avons les investissements dans la formation, vous en avez parlé, mais également possible l'investissement dans la mise en place d'un système de qualité qui permet derrière de sécuriser. Et je voudrais demander à Monsieur Lecoeur et à Monsieur Mercier, quels sont vos accompagnements par rapport à ces investissements qui ne sont pas des investissements matériels? Je sais, Joël, que vous le faites régulièrement, vous accompagnez vos pharmaciens. Redonnez-leur, s'il vous plaît, ce message d'espoir pour ceux qui n'ont pas capacité à acheter des pharmacies de 350 mètres carrés. Je vais vous prendre 2 exemples. Au sein de mon cabinet d'expertise comptable, j'ai organisé pour mes clients pharmaciens, alors c'est pas moi qui ai formé parce que les entretiens, bilan de médication et vaccination dans mes locaux d'expertise comptable. J'ai prêté mes salles à des organismes de formation pour que tous nos clients soient formés aux nouvelles missions. Et ça, effectivement, c'est la clé. Alors, la surface commerciale va se réduire au profit de la surface du back-office. On a tous, dans les années passées, tous les agenceurs ont négligé le back-office. Aujourd'hui, alors quand je parle de back-office, j'inclus les locaux de confidentialité, l'orthopédie et autres. Effectivement, il va falloir réduire nos surfaces de vente et augmenter nos surfaces de back-office aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette nouvelle mission. Voilà. Effectivement, aujourd'hui... Merci de vos précisions. Merci. Je crois qu'on n'avait pas oublié les aspects humains, puisqu'on a même terminé ardemment là-dessus. Bon, voilà, on a 1 heure. On ne peut pas évoquer tous les sujets. On refera un sujet l'année prochaine, peut-être, sur la qualité et l'organisation dans la pharmacie. Est-ce que je peux juste préciser ? On est engagé dans la qualité, notamment avec notre groupement depuis quelques années. Nous sommes certifiés. Au moment du transfert, depuis qu'on a mis en place la qualité, elle nous a amenés vers le service. Et le service, cette volonté de développer le service nous a amenés au moment du transfert, parce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir des grands locaux, de pouvoir y insérer les 3 pièces de confidentialité. Et c'est ça qui a amené
c'est un investissement qui prend, voilà. Merci à tous. Au revoir.